Nouveau numéro de Reporter Plus, le magazine de reportage long format de la rédaction de France 24. Pour marquer cette première année de guerre en Ukraine, nous vous proposons un document exceptionnel réalisé par Gwendoline de Bono, qui s'est rendue dans la région de Kherson, reprise aux forces russes en novembre dernier. Notre reporter est allé à la rencontre des partisans. Ce film raconte l'histoire de ces civils ukrainiens que rien ne destinait dans leur précédente vie à être des combattants, mais refusant l'occupation de leur pays par l'armée russe, ils ont monté des réseaux de résistance en territoires occupés et réalisé l'impossible pour déjouer les plans du Kremlin visant à annexer leur région à la Russie. Transmission de coordonnées, sabotage, assassinat, la guerre secrète de ces hommes et de ces femmes a joué un rôle immense dans la reprise de Kherson. Gwendoline de Bono a également pu avoir accès à une unité militaire ukrainienne chargée de réaliser des opérations en territoire ennemi, derrière les lignes russes. Elle a pu les suivre en opération. Le film lève le voile sur une partie des actions clandestines de la guerre en Ukraine. Ukraine, les soldats de l'ombre, c'est une coproduction France 24 avec Arte Reportage. Русські захопили місто, через місяць почався терор. Вони сказали, Херсон – це русське місто назавжди. Окупанту коритися ніхто не збирався. Так було, треба було допомагати, передвиження техніки, блокпости. Ну, треба було це передавати нашим. Нам вчора прийшла, Кольщик їздив, там, її ще не було на цьому. 440. Рівень 30-0, лівіше 1,81. Ой, 30-08. 3008 і лівіше. 1,8. Ні, таких, як я, груп багато було. Багато було таких, як у нас група. Pendant les 9 mois de présence russe à Kherson, Victor lutte contre les occupants dans la clandestinité. Il est alors à la tête d'un réseau de partisans, des hommes et des femmes qui résistent en secret. Ils opèrent sans uniforme et sans gloire, mais cette armée des ombres a joué un rôle clé dans la libération de la ville en novembre dernier. Les Russes se sont repliés sur la rive gauche du Dniepr. Kherson s'étend sur la rive droite et le fleuve constitue désormais la ligne de front. Les partisans sont redevenus de simples habitants, à l'image de Victor. Dès le mois de mars 2022, il a monté un réseau de 5 personnes, chargées de surveiller les activités russes dans le centre-ville. J'avais des camarades avec lesquels j'avais reçu des armes le premier jour de la guerre. Des gars du coin que je connaissais bien, des pro-ukrainiens, des éboueurs, des gens du centre-ville. À côté du bâtiment de 8 étages, il y avait des pneus. Tous les jours, je faisais le même circuit, puis je m'asseyais sur ces pneus. Les garçons du réseau venaient alors à ma rencontre. Ils marchaient dans la rue, regardaient les allées et venues, le nouveau matériel militaire qui arrivait. Ils regardaient tout, me rapportaient leurs informations et ensuite je les passais aux nôtres, à l'armée. Je m'habillais assez simplement, à la manière d'un sans-abri. On devait jouer le rôle de sans-abri, ou presque, donner le sentiment qu'on était dans la rue, à rien faire, qu'on était des gens sans aucun intérêt. On devait montrer qu'on n'avait aucune espèce d'importance, qu'on ne jouait aucun rôle, que l'on ne pouvait pas être des partisans, juste de simples habitants. Ça se passait comme ça. Via l'un de ses proches restés en zone libre, Victor fait passer les informations du réseau à un agent du renseignement ukrainien. Sa famille ne connaît pas ses activités. Une seule et unique fois,
Quelques jours avant le départ des Russes, il accompagne son fils qui tient absolument à décrocher un drapeau russe d'un bâtiment administratif. C'est comme ça qu'on a fait. J'ai dû sauter plusieurs fois pour l'attraper. C'était pas de bonne qualité. Ça s'est cassé vite, et la même chose de l'autre côté. Malheureusement ou heureusement, on n'a pas filmé. Ça aurait été sévèrement puni. Si les Russes ont quitté la ville, leurs obus et roquettes continuent de s'abattre constamment sur Kherson. Ce matin-là, c'est un groupe de pompiers dans leur caserne qui a été ciblé. Le rassemblement a été signalé aux Russes par un indique. Les collaborateurs sont encore nombreux en ville. Il y a 45 ans, Olena et Valentin se sont rencontrés au bord du Dniepr. Ils ont construit leur vie le long du fleuve. Lui en connaît tous les courants et les méandres après une vie à pêcher entre les îles. Ici, on vivait en bateau, mais aujourd'hui les berges du Dniepr sont l'endroit le plus exposé de Kherson. Là, c'est la zone grise où se trouvent à la fois nos militaires et les Russes. Ils viennent là avec des bateaux de ce type, installent le mortier, tirent 4-5 fois et se sauvent. Ici, il y avait un mini-pont où étaient amarrés nos 3 bateaux. Et un missile est tombé en plein milieu. C'est tout ce qu'il reste. Pendant toute l'occupation, Valentin, le pêcheur retraité, est aussi Mitrich, chef d'une cellule clandestine de résistants. Nous avons convenu dès le départ d'avoir 2 pseudonymes. Un normal et un autre à n'utiliser qu'en cas d'accident. Mon pseudonyme officiel était Mitricht. Et celui de secours était Viter. Si l'information passait comme quoi Viter a demandé de faire ceci ou cela, c'était un signal pour les autres. Cela voulait dire que j'avais été capturé. Ça, c'était le plus important pour protéger le réseau. Notre mission était de surveiller le Dniepr et la rivière Naftoavan. Voir si les Russes amenaient du carburant ou pas, quels navires passaient, dans quelle direction. On avait peur que les navires de la flotte russe viennent ici. Puis il y a eu d'autres missions aussi. Par exemple, sur la voie ferrée, il fallait faire exploser le transformateur. Dans notre groupe, il y avait 4 personnes et je savais peu de choses sur leur périmètre. Chacun avait ses agents. Il y avait un accord. Moins tu en sais, mieux tu dors la nuit. Parce que chaque mot en trop, c'est dangereux. Tout le monde ne tiendrait pas sous la torture avec les électrochocs. Mon petit-fils, ils l'ont torturé pendant 2 jours. Il a tenu. Quand il est revenu, il était illuminé, comme une ampoule. Les missions deviennent de plus en plus dangereuses. Les Russes multiplient les points de contrôle. Je transportais les fusils cachés au fond des caisses de poissons. J'ai rangé les kalachnikovs. Il fallait les transporter jusqu'à Oleshki. Et à l'intersection, près de Oleshki, ils ont installé le checkpoint.
Ils ont inspecté la voiture et la seule chose qui m'a sauvé, c'est que le soldat n'a pas voulu plonger sa main plus profondément dans les caisses de poissons pour vérifier. Quand je suis parti de là, mon pantalon était tout mouillé. De l'autre côté du fleuve, en territoire occupé, les réseaux de partisans comme celui de Valentin sont encore actifs. Leurs informations sont indispensables aux unités de l'armée ukrainienne. Ce jour-là, Stoïk observe grâce à un drone les positions ennemies depuis la rive contrôlée par les Ukrainiens. Des Russes vivent dans cette maison. Ils ont leur poste de commandement ici. Ils sont entre 5 et 7 dans cet endroit. Le jeune soldat de 23 ans, diplômé en philosophie, appartient au bataillon Bratstvo. Cette unité ukrainienne conduit des opérations spéciales derrière les lignes ennemies, sur le territoire contrôlé par les Russes. Là, c'est leur position, mais ils ne restent jamais dehors car ils savent qu'on les voit. Parfois, nos gars vont sur cette île de nuit pour observer de plus près leur position. Un soldat tente d'installer une antenne pour établir une connexion avant la mission. Cela fait plus d'une semaine que cette unité surveille cet endroit et relève chaque détail, chaque mouvement ennemi. Les soldats ont reçu pour mission d'attaquer ce poste de commandement russe, de nuit, d'ici quelques jours. Le plan de l'opération semble insensé. Leurs camarades vont devoir traverser le fleuve en bateau, puis accoster sur la rive ennemie pour prendre d'assaut la position russe. Vitali est responsable du renseignement au sein de l'unité. А вони дійсно відступили, з цього місця. Відтягнулися просто, щоб лупити, ради чого. Теж цікавий варіант, скажіть. І вони позрізали всі кущі перед цим ділом. Les opérations spéciales menées par ces hommes ont aussi pour objectif de semer le doute dans les rangs des forces russes. Quand un groupe de sabotage s'infiltre sur une partie de la ligne de front, une alerte est donnée sur une zone extrêmement large. Il faut changer les mots de passe, augmenter les contrôles, et c'est très stressant. Très stressant et démoralisant. Je peux dire que la destruction de bâtiments, les assassinats ou même la capture de quelqu'un, même d'un officier de l'armée ennemie, ont moins d'impact que cet état d'alerte. Quand l'ennemi sait qu'un groupe de sabotage comme le nôtre s'est infiltré et que c'est dangereux d'être là où ils sont, que toute leur ligne de front est en état d'alerte maximale, qu'ils sont obligés de diffuser largement cette information, alors la peur est là, le danger est là. C'est ça que l'on veut continuer à faire. Pour s'infiltrer en territoire ennemi, l'unité s'appuie régulièrement sur les informations des cellules de résistance locale. Plusieurs fois, il m'est arrivé de travailler dans certains endroits, de faire ma reconnaissance au drone, et après cela, j'ai reçu des informations de leur part, une présence d'équipements militaires, de soldats ennemis, de positions fortifiées que je n'aurais jamais vues sans leur aide. Parce que notre ennemi devient plus intelligent, qu'il se camoufle plus efficacement. Pour moi, comme pour mes collègues, l'aide des partisans n'est pas seulement nécessaire, elle est inestimable. Допомога партизан, вона не те, що необхідна, вона безцінна просто. Так,
Le risque que ces gens prennent est plus grand que le nôtre, celui des soldats. Il est même beaucoup plus grand. Parce que nous, on est sur notre territoire, on peut toujours se cacher quelque part, se mettre à l'abri, et ça n'est pas leur cas. Ils n'ont souvent aucune arme. À Kherson, on a eu des fermiers qui nous ont aidés avec des informations sur les mouvements dans les champs, sur ce qu'il y avait dans les hangars, ce genre de choses. J'admire leur courage et j'ai pour eux le plus grand des respects. On s'est retrouvés dans un piège. Ils nous ont sauté dessus depuis ces canaux-là, ainsi que celui-là. Ils étaient 4. Ils étaient armés. Ils se sont mis à fouiller toute la voiture. Ils cherchaient des armes et des munitions. Le cauchemar d'Oler Pilipenko a commencé sur cette route, située entre la région de Kherson et celle voisine de Mykolaïv. Maire d'un ensemble de villages et chef d'une cellule de résistants, il est recherché par les forces russes. Au mois de mars 2022, il se fait arrêter. Les Russes m'avaient identifié comme élu local. Ils ont fouillé dans mon portable et ils ont pu restaurer les photos supprimées de colonnes militaires russes détruites et les coordonnées écrites de ces renseignements. Ils ont vu que c'est depuis ce portable-là qu'on avait envoyé les coordonnées à l'artillerie ukrainienne. Oler est emprisonné dans l'enceinte de l'aéroport de Kherson. Ils savaient que j'étais au courant des mouvements des colonnes de blindés. Ils voulaient connaître l'identité de ma source et ce que je faisais ensuite de cette information. Au début, les prisonniers étaient gardés en sous-sol. Mais quand il n'y avait plus de place dans les sous-sols, ils creusaient des trous et y plaçaient les gens. C'était l'hiver. Il faisait froid. Disons qu'on a eu un parcours difficile. On était torturés, affamés, interrogés. On était interrogés par des structures différentes, parachutistes, police militaire, ainsi que le FSB. Leur interrogatoire tournait autour de l'organisation de résistance face à l'occupation russe. Il tient sous la torture et en amont, des précautions ont été prises. On avait une chaîne Telegram, tous nos profils étaient chiffrés. Si quelqu'un disparaissait des radars, on l'enlevait de cette chaîne. Immédiatement, chaque membre du groupe devait changer de lieu où il passait la nuit. Les autres ne connaissaient pas ce lieu, c'était convenu dès le départ. Nous avons désigné mon successeur pour coordonner nos actions au cas où moi, en tant que chef de groupe, je serais tué ou arrêté. Ce qui est bien, c'est qu'aucun autre de nos partisans n'a été arrêté. Le résistant est déplacé dans une autre prison. 2 mois plus tard, il sera libéré à la faveur d'un échange de prisonniers. Les villages qu'il administre ont longtemps été situés sur l'exacte ligne de front. Depuis le retrait des Russes de la région, la zone n'est plus bombardée, mais tout est détruit. C'est le soir de Noël. Oler le fête avec des membres de son ancien réseau. Ils vivent toujours en sous-sol dans un bunker sans eau courante. Leurs maisons, touchées par des éclats de roquettes, ne sont plus habitables. Света, можно вопрос?
ну, такой, ну, задам. То, что у них потолки пробиты снарядами, то, что у них стены половины нету. В шестом доме тоже. Ну, как-то они будут прикрывать, это крыша, а потолки как это? Щоб накрили їм кришу. Хорошо. Багато хочуть із 23-го вертатися, там нема куди. У мене там двоє Криницьких на 3-му етажі. Як уже не криють, воно все одно протікає. Все одно отут спальнички ще у них нормально. Кухня, там зала, тече повним ходом. Вже стільки туди ми вложили цих клейонок, тендов, там все одно тече. Пенсіонери куди їх виселить? Svetlana est l'une des premières membres du réseau de résistants qu'Oller a recruté. Mon mari est parti se battre, défendre le pays. Je me suis dit que moi aussi je pouvais le faire. Moi aussi je devais faire quelque chose. Je devais défendre l'Ukraine. J'ai rencontré Oller, je lui ai posé la question « Comment aider ?» Il est venu, j'ai récupéré des gens du village. On a parlé de ce qui était possible, puis on a reçu un feu vert pour commencer à patrouiller. Avec l'aide de son fils, Svetlana transmet ses premières informations sur les mouvements russes en direct au téléphone avec l'armée ukrainienne. Les chars passaient par ici. Moi, j'ai couru après la colonne. On a couru dans les jardins. Puis on s'est caché dans l'herbe où on les a repérés à la jumelle. On a donc envoyé une capture d'écran de leur localisation. Puis on m'a appelé en disant « Cassez-vous, on va tirer ». Et là, on a couru dans le village. Les soldats nous ont rappelé encore une fois, et puis encore pour vérifier. On a fait 3 fois l'aller-retour. Au fil du temps, l'armée ukrainienne considère Svetlana comme une source fiable. Ces informations sont utilisées presque instantanément. Il y avait une usine à Kiselivka. Nos forces la pilonnaient constamment car des militaires russes y logeaient. Après cela, personne ne croyait qu'il puisse rester encore des hommes ou des munitions, car l'usine était dévastée. Mais j'ai su qu'il en restait. On en a parlé, j'ai transmis l'info à mes interlocuteurs. Le lendemain, on m'a appelé en disant « Merci, on a fait un feu d'artifice extraordinaire ». L'ordre est tombé un peu plus tôt. L'opération du bataillon Bratstvo derrière les lignes ennemies aura lieu cette nuit. L'équipe d'assaut se prépare à rejoindre les bateaux pour traverser côté russe. Le groupe de Stoïk et Vitali, lui, va être déposé à proximité, sur la rive contrôlée par les Ukrainiens. Il est 4 heures du matin. Ils orientent le groupe d'assaut depuis cette position. Un soldat arme l'un des drones avec une grenade. Ah, вот, лес. L'artillerie ukrainienne, guidée par le groupe, cible la rive ennemie pour préparer l'assaut. À bord de 4 bateaux, les soldats de l'unité s'approchent de la berge contrôlée par les forces russes. The boats are on the enemy side. Un soldat saute sur une mine à peine descendue du bateau. Il meurt sur le coup. L'unité doit continuer. Elle a 7 minutes pour détruire le poste de commandement russe.
Les hommes vont rester plus longtemps que prévu. 13 minutes en territoire ennemi. Il faut alors évacuer sous le feu des forces russes. Отталкивайся, блядь! Сука, отталкивайся! Сука! Подожди, стой! Не вижу, что Эвакуация, класс, эвакуация! Первый, второй, третий, четвертый, на выход, бегом! Четвертый прием, вы ушли? Ну что, не работает? Маяк, как принял. Третий, не работает мотор. Засыпайтесь в одну лодку, уходите. Прибрежье, мы не можем уйти! Лодка-то хуёво! Блядь! Les bateaux qui peuvent repartir sont ciblés par des roquettes et des grenades. У нас 300! У нас 300! У нас 300! 300! 300! Закрой! 300! Пальцем! Закрой! Давай! За лодку держитесь! 300! Пальцем вену закрой! Все нормально! Давай! Un bateau d'évacuation est envoyé pour secourir les équipages. Sur la berge opposée, les Russes ont localisé la position de Vitali et Stoïk. Les hommes se protègent de l'artillerie russe dans un bunker. Depuis leur abri, ils tentent de savoir si tous les bateaux sont arrivés côté ukrainien. Четвертый, я маяк. Все прибыли, все на берегу. Минус, еще забирают третью лодку там. Первая лодка в Овягу. Первая лодка на связи. Где вы находитесь? Мы на противоположном береге от охотничьего домика отправили 2 300-х. Что он сказал, 2 200-х? Запроси эвакуацию. Блять, прикольно, трассерами хуярят по Первая дрону. лодка, запрашиваю эвакуацию. Арта не накрила ті бліндажі, які треба було. Ну це важко, це ж так, ну, типу... Нормально. Це, типу, ну, да. Маяк! Un soldat a été tué et 3 sont dans un état grave. L'un est dans le coma, une balle dans la tête. 2 autres ont été touchés par les éclats de mines flottantes posées sur le fleuve. L'opération est cependant considérée comme un succès. Le poste de commandement est détruit et les Russes savent désormais que même derrière le fleuve, ils sont vulnérables. Kess et Muzikant ramènent le gilet pare-balles d'un camarade blessé. Ils étaient ensemble sur le premier bateau. C'était l'opération la plus dure que j'ai jamais faite de ma vie. Je peux pas dire que j'avais peur pour moi, mais j'avais peur pour les gars. J'avais peur de regarder dans les yeux des gars avec qui je vis. Je pense notamment à mon pote X. Quand il s'est retourné pour me voir tout ensanglanté,
que je ne pouvais pas l'aider. J'étais bien conscient que si j'arrêtais de tirer, ça pourrait nous coûter la vie à tous, la vie des autres gars. Il demande de l'aide et tu ne peux rien faire sauf lui parler. C'était ma première fois en bateau. Eux, ils l'ont déjà fait. Moi, je m'en fous si je marche, je rame ou je conduis. L'essentiel, c'est de tuer ces connards. Et c'est tout. Moi, pareil. Avant la guerre, jamais pris le bateau. Je suis monté une fois dans un petit catamaran à l'hydroparc de Kiev, et c'est à peu près tout. On a tout appris ici depuis la fin de l'été. Avant la guerre, avant l'invasion, j'étais un civil comme les autres. Je n'avais jamais pris d'armes ni tué personne. Moi, je joue du violon. Quand l'invasion a commencé, j'étais en première année de l'académie de musique de Kiev. Mais on n'a pas le choix. Notre motivation est de faire en sorte que l'ennemi parte au plus vite. J'ai mes 2 enfants et ma femme à la maison. Ils sont tous beaux. Je ne veux pas qu'ils souffrent, ni ma femme, ni ma maman. Donc je n'ai pas le choix. Je me rappelle de l'été 2014, quand j'ai fêté mes 15 ans. J'ai aidé mon père à réparer des voitures qui arrivaient de l'étranger pour partir au Donbass. J'étais un gamin. Et moi, je regardais tous ces gars, des militaires, cool, barbus, virils. Je pensais que c'était tellement cool. Et du coup, moi aussi, je voulais, plus grand, foncer dans des pick-up à travers les champs pour éradiquer l'ennemi. 8 ans plus tard, je regrette ce souhait. Mon plan, c'est juste de rentrer de cette guerre sain et sauf. Sur les berges de Kherson, 3 soldats russes issus d'un groupe de sabotage viennent d'être abattus dans le quartier de Valentin et Olena. Це мій, можеш попробувати. Ох, бля. Попробуй, це настоящий. Так і спим. On est tellement menacés que si les Russes s'aventurent jusqu'ici, ils nous découperont en rondelles. Россияне возьмут, то на кусочки порежут. Les Toki, c'est pour rester en contact avec les militaires, parce que les Russes ont les téléphones de la zone sur écoute. Et ça, c'est mon gilet pare-balles. Et celui-là, celui d'Olena. Arrête de rire, Olena. Tu as dormi avec quand ça a bombardé la nuit dernière. C'est ça, mon gilet pare-balles. А вони можуть перемерзнути, і тоді взагалі не буде водички. Хто? Не міліції. Les Russes tirent une salve de mortier sur le quartier, pour la énième fois. Сьогодні всі плачуть, та, і... Молимось. On n'a pas d'abri en sous-sol ici. Quand ça arrive, on prie et on demande à Dieu d'épargner notre maison. C'est une île ici, vous donnez 2 coups de pelle et c'est de l'eau en dessous. Ils ont un informateur dans le quartier et on a même une idée de qui c'est. Mais enfin, vous savez, ce pays est en train de prendre le chemin de l'Union européenne, donc on doit tout faire en respectant la loi. Avec tous les problèmes qui nous crée ce con, je m'en occuperai bien moi-même. Leur voisin, Fedior, passe prendre des nouvelles. Il faisait partie de la cellule de partisans dirigée par Valentin. Les habitants pro-russes étaient l'une des principales menaces pendant l'occupation.
Il y en avait, oui. Et certains étaient même de bons copains à l'époque. Mais chacun a montré son vrai visage. J'essayais de garder de bonnes relations avec eux pour qu'ils ne se doutent de rien et ne me dénoncent pas. Je ne crois pas qu'on ait fait des choses héroïques. On a simplement fait ce qu'il fallait. Chacun a accompli ses petites missions et j'espère qu'on a pu aider un peu. Il n'y avait pas d'autre moyen. Ви замотаний. І наші... Qu'est-ce qu'un civil et qu'est-ce qu'un militaire quand l'existence même d'une nation est en jeu? Ces étudiants poussés vers l'uniforme, ces retraités devenus clandestins ont choisi de mettre leur vie en péril, main dans la main vers le même but, vivre en hommes libres, dans les frontières de leur pays. Voilà pour ce document exceptionnel sur ces hommes et ces femmes qui composent la résistance ukrainienne. Ils luttent depuis 1 an maintenant contre cette puissante armée russe. C'est un reportage signé Gwendoline de Bono. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.